c'est Charlie et aujourd'hui je suis hyper heureuse de vous retrouver pour une vidéo un peu mes meilleures lectures de l'année. Je crois que j'ai vu ça sur la chaîne de Lucie a lu. Sinon sur littéralement tous les réseaux sociaux on n'a pas pu passer à côté du book middle year tag. Sauf que j'aime pas les questions, je les trouve pas folles. Je préfère largement vous faire un classement par mois des meilleures lectures que j'ai eues. Donc ça va aller de janvier à juillet, on est à un peu plus de 6 mois, mais c'est l'avantage, c'est que souvent en janvier j'ai trop de vidéos à faire. Février c'est beaucoup plus light, donc je pourrais vous refaire cette vidéo en février. Là je vais vous parler un petit peu du haut level, livres qui m'ont marqué, pas forcément des 5 étoiles, mais vraiment des bouquins. Si en vrai ils sont tous notés 5 étoiles je crois. Ok, c'est des coups de cœur ou vraiment des pépites. J'ai passé des excellents moments en lecture et souvent ça m'a fait passer sur des lectures de merde et j'étais en mode merci Seigneur de me rappeler qu'il y a des bons livres. On va commencer par janvier et Ils vécurent malheureux à jamais de Stéphanie Gerber de Saxius. Normalement vous avez vu le vlog lecture où j'ai lu le tome 3. Bon, celui-ci est mieux, celui-ci est grandement mieux. C'est vraiment le meilleur de la trilogie, ce qui est assez rare quand même dans des trilogies. Mais le tome 1 et 3 finalement m'ont, avec du recul, beaucoup déçu, là où celui-ci était exceptionnel. Du Caraval dans toute sa splendeur. Je me suis pas ennuyée à aucun moment, c'était très chouette. Par contre, 24,90€, il n'y a pas de jaspage. La page intérieure, bon, on s'est pas cassé non plus le cul. Je vous conseille plutôt de le prendre en poche, sauf si vraiment vous avez adoré le tome 1, mais sinon, vraiment prenez-le en poche. Gardez votre argent. Pour février, je suis obligée de mettre 3 lecture parce qu'il y en a une, c'est un ovni et je pouvais pas ne pas la mettre, ok? Donc on va commencer par Bride, c'est de Ali Hazelwood, ma reine, qui nous a écrit une romance paranormale. C'est de la bitfit, hein, vraiment c'est de l'urban fantasy, hein, donc totalement macabre. Vous savez, hein, forcément. Une histoire de mariage arrangé entre Misery qui est une vampire et Law qui est un loup-garou et c'était trop bien, c'était trop cool, j'ai tellement aimé. Je n'attends qu'une chose maintenant, c'est qu'ils sortent en français. Même si quand j'ai vu des reviews, je me suis rendu compte que j'avais pas tout compris. Mais c'est pas grave, le principal c'est d'avoir passé un bon moment. Le deuxième livre que je n'ai pas mais que j'ai lu en papier parce que c'était quand j'étais chez Magali, c'est Du thé pour les fantômes de Chris. Non, je ne prononcerai pas le nom de famille. C'était ma première fois avec cette autrice, je ne savais pas à quoi m'attendre et je l'ai lu pendant mes vacances en février chez Magali. Il faut savoir qu'elle m'a offert Porcelaine Solerine, c'était mon cadeau de Noël mais reçu plus tard. Du thé pour les fantômes est excessivement particulier, je pense qu'il ne plaira pas à tout le monde, mais c'est une plume très incisive, très sarcastique. C'est beaucoup de touches d'humour sous une espèce de couche de piquant. Une histoire où on n'a pas toutes les réponses, où il y a plein de choses bizarres qui se passent et on nous l'explique pas. Pour autant, c'était merveilleux. Ça se passe dans le sud, dans le sud-est de la France, donc il y a tout ce côté soleil qui jure un peu avec la couverture. Le mood automnal du bouquin, il y a une partie qui se passe en Espagne, etc. Enfin, une expérience à vivre vraiment si vous cherchez des plumes qui sont différentes, qui vont vous faire ressentir des choses pas forcément positives. Il faut que vous lisiez Du thé pour les fantômes. Ensuite, le dernier que je possède, Une ombre dans la braise de Jennifer L. Armentrout, publié chez De Saxius. Le truc fait 26,90€. Il est énorme. Là, on a déjà un peu plus pour son argent pour 2 balles de plus. C'est la saga spin-off qui se passe en Pou du sang et la cendre. Celui-ci, il faut le lire après le 3e tome. Lydia avait dit qu'il était bien, ok? Lydia avait raison. Elle avait pas du tout non plus aimé le tome 3, moi non plus. Mais celui-ci, par contre, mariage arrangé avec des dieux. L'héroïne, c'est vraiment l'assassin, celle qui doit aller buter son futur mari, qui est très tête brûlée. Il se passe des choses un peu bizarres dans leur royaume. Il y a des morts un petit peu étranges qui se passent. Et on sent qu'il y a des problèmes avec certaines divinités. C'est tout un micmac, moitié politique, moitié romance, mariage arrangé, genre oulalalala. Elle aussi, elle s'appelle Serafina. Serafina. Elle a des pouvoirs un peu étranges que tu découvres au fur et à mesure du temps. Et t'es là en mode... Si je ne m'abuse, Sera est une humaine, fille de roi, et elle a été envoyée un peu comme cadeau au roi des ténèbres pour éviter que le monde des humains subisse une espèce de peste, un petit peu. C'est un peu plus grave que la peste, si on peut juger un peu des maladies, mais dans le sens où en fait les terres deviennent complètement arides, un peu comme si elles étaient brûlées, mais là où ça pourrait régénérer la terre, c'est pas du tout le cas, c'est vraiment elles deviennent stériles les terres. Et donc petit à petit la stérilité arrive sur le territoire. T'as des trucs terribles de familles, de paysans qui préfèrent se suicider parce qu'en fait ils peuvent plus vivre. Bref, c'est un peu tragique. Je dis ça avec un grand sourire, mon dieu je suis affreuse. C'est très cool, c'était très bien.
Là, on a eu la confirmation par De Saxus qu'il allait sortir en septembre. C'est des pavés, sachez que je crois que je l'ai lu en 4-5 jours alors que j'avais du taf par-dessus la tête. Pour vous dire à quel point celui-ci, je terminais de bosser plus tôt pour avoir plus de temps le soir pour le lire. C'est dire, ça ne m'arrive absolument jamais ce genre de choses. Ensuite, on passe à mars. Mars a été un très grand cru parce que du coup on a Porcelaine sous les ruines. Là l'autrice a pris un nom de plume qui est Ada Vivalda. Je lui en suis reconnaissante, celui-ci est plus simple pour se souvenir. Très belle page de garde. On a un beau petit relié, vraiment il est très très beau. Et il est dédicacé voilà parce qu'elle est passée à Toulouse et donc c'était l'occasion en plus pour Magali de passer sur Toulouse, donc trop contente. C'est de la romantaisie. En fait, ça se passe dans le futur. La Terre est en train de couler sous les eaux, vraiment. Il ne cesse de pleuvoir tout le temps. L'Irlande est devenue en fait un amas de petites îles, vraiment plus petites que ce qu'elle n'est actuellement. Il y a une île qui arrive sur l'île de... j'ai oublié le prénom, de Alba. Le représentant va être Léthane. Je crois qu'il s'appelle Léthane. Il s'appelle bien Léthane. Et je me souviens quand même d'un sur deux, c'est pas mal. Léthane va être un peu celui qui lui dit bah écoute, il faudrait qu'on se marie. Lui étant représentant de l'autre île, l'île d'Alba deviendrait un petit peu aussi celle de l'autre. Ça ne va pas se passer comme prévu puisqu'en fait elle le déteste, elle le voit, elle le déteste tout de suite, donc ça va être un enemy to lovers et c'était trop bien, c'était trop cool, j'ai beaucoup aimé. J'avais deviné certaines choses et ça n'a pas été gênant du tout pour l'histoire, c'est resté quand même très très bien. Je peux que vous le conseiller vraiment, c'était un petit bijou, j'ai beaucoup aimé. Et c'est un one shot si j'avais. Et c'est publié chez Olympe. Alors moi je les ai lus en brochet puisque c'était Momo qui me les avait prêtés, mais je les ai rachetés en poche parce que déjà les poches sont 10 fois plus beaux que le brochet. J'ai remarqué quand même que souvent Pygmalion il se casse pas le cul pour les couvertures, alors que les éditions j'ai lu des bijoux. Vraiment le tome 1, il représente tout ce que j'aime dans la vie. Dis-moi que c'est un Dark Academia, ça me dit que c'est un Dark Academia. Et donc, le tome 2, c'est Scholomance, tome 1 et 2, donc éducation meurtrière et promotion funeste de Naomi Novik. Sachez que j'ai acheté un autre de ses livres à cette femme parce qu'il fallait que je sache si sa plume, c'était aussi pareil dans ses anciens romans, ça c'est plus récent. Sachant que c'est une autrice très prolifique, elle a publié une saga avec des dragons dans les années 2010 je crois. Ça s'appelle Téméraire si jamais vous cherchez. Elle est pas du tout nouvelle, mais ça c'était son premier Dark Academia et aïe aïe aïe, que pépi, que coup de cœur. C'est très particulier la plume parce que c'est des phrases excessivement longues, c'est des trucs qu'on ne voit presque plus, donc j'avais commencé, j'étais fatiguée, j'étais en mode wouhou, je comprends rien. Il faut un petit peu de temps d'adaptation je dirais, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Par contre, la plume est exceptionnelle. Pareil, c'est une plume qui marque, peut plaire comme déplaire, vraiment. Là, pour le coup, je n'ai aucun doute qu'il y a plein de gens qui peuvent ne pas les aimer. Mais alors, si vous accrochez, l'histoire est trop bien. On va suivre. J'allais dire, putain, j'ai oublié son nom, mais c'est parce qu'en fait, on l'appelle Gal. Puisque elle porte le prénom de Galadriel. Oui, comme le Seigneur des Anneaux. Ses pouvoirs sont toujours extrêmement meurtriers. Elle est dans une école magique où, en gros, à la fin de la terminale, tu dois sortir de l'école. Tout un truc pour sortir de l'école. Parce qu'en fait, tu dois franchir une salle remplie de malais. Les malais, c'est des espèces de monstres magiques qui sont attirés par les adolescents, puisque les adolescents, quand leur pouvoir grandit, c'est des aimants à malais. L'école à la base était prévue pour qu'ils puissent étudier en toute sécurité la magie et qui ne décèdent moins, parce que les malais en fait sont sur la Terre. Ça s'est un peu transformé comme une espèce de prison magique. Eux passent leur temps à essayer de survivre et de suivre les cours, parce que du coup en terminale, ils vont devoir franchir avant le portail, ils ont une salle remplie de malais qui va essayer de les bouffer. Donc tout le but c'est de survivre. On va suivre Galadriel qui va être sauvée par, qui n'est même pas écrit dans le résumé, Orion. Orion c'est un peu le héros de tous parce que c'est un destructeur de malais, ok. Le type ne vit que pour ça, il va se passer des trucs, il va commencer à lui coller au basque parce qu'il pense qu'elle a tué un type. Voilà. Ce n'était pas elle. Mais ça il va s'en rendre compte un peu plus tard. Galadriel est excessivement sarcastique. Elle est tellement piquante, elle est tellement incisive, c'est un bonbon. Cette héroïne est exceptionnelle. Le tome 1, il n'y a pas tant de dialogue que ça, puisqu'elle n'a pas d'amis. C'est dans le tome 2 et 3 que ça change. Même au cours du tome 1, elle commence à avoir des amis, mais il y a des longs monologues du coup, parce qu'en fait, elle passe son temps à être seule. Je trouvais que c'était une héroïne dont on n'avait pas trop l'habitude de voir, qui, même en Dark Academia en vrai, change parce que profondément, elle n'est pas méchante. Elle est juste très sarcastique, mais elle n'est jamais méchante. C'est pas une Alex Stern ou une Charlie. Alors c'est très bizarre parce que j'ai oublié le nom de famille de l'héroïne de Livre de la Nuit. Une Charlie, et j'ai plus le nom de famille, mais
c'est pas la même Charlie que moi, ok. Et c'était très cool. Quand je pense à cette année, je pense à cela. Tellement ils ont été magiques. Mais je me suis tapé une panne de lecture parce que je me suis tapé que des livres de merde. Mais au milieu du caca, il y avait ce bijou. Je l'avais acheté durant une OP Trinity, donc il m'avait coûté 3 balles. Ça a été merveilleux. C'est Entre Terre et Ciel, tome 1, Soleil Noir de Rebecca Ron Horse, publié chez Brajlon. Le problème de Brajlon, c'est que leurs e-books ils sont à 15 balles. On va pas pousser BME dans les orties. Je les ai rachetés d'occasion parce que c'est 25 €, alors que je trouve que ça, en aucun cas ça se justifie 25 €, vraiment. C'est même pas un relié le bordel. Du coup, j'ai le tome 2 dans ma palle, sauf que là j'ai vu que le tome 3 il sort que maintenant en anglais. Ça fait 2 ans que les lecteurs anglophones ils attendent la suite. J'hésite un peu à me lancer dans le tome 2 parce que sinon je pense qu'il va falloir que j'attende minimum 1 an avant le tome 3. C'est long. 1 an, toujours moins long que les anglophones. J'ai déjà acheté le tome 2 mais je vais essayer de le faire un peu patienter dans ma palle. C'était trop cool. Serapio en fait, dès tout petit, c'est vraiment chapitre 1. Sa mère lui dit qu'il faut qu'il fasse un rituel. On te dit qu'il boit une boisson qui a un goût a priori horrible. Il doit être courageux. Elle lui coud les paupières avant de lui mettre un bandeau sur les yeux parce qu'il doit voir une divinité qui est celle du corbeau. On est dans un monde fantasy où il y a 4 catégories de peuples qui sont représentés par le serpent à plumes, le corbeau, l'araignée de l'eau, que je n'ai plus, un tigre, un lion, un truc comme ça, un fauve. Les adorateurs du corbeau ont été annihilés parce que leur dieu aimerait bouffer le soleil. Ce qui n'est pas ouf. Ils ont été un peu bannis parce qu'ils auraient essayé de faire revivre leur divinité qui aurait mangé le soleil. Ce qui fait qu'ils ont été massacrés. Sa mère a réussi à s'échapper à Serapio et donc elle a décidé que lui, ce serait une sorte un peu de prophète et qu'il allait changer ça. Et pour ça, il fallait le rendre aveugle. On n'a pas la même définition du mot maternité, elle et moi. Mais du coup, c'était excessivement particulier puisque ça, c'est le chapitre 1. Et t'es là en mode, qu'est-ce que je viens de lire? C'était waouh. Je l'ai lu en retraite d'écriture, je l'ai lu en 2-3 jours alors que je ne dormais pas beaucoup. Mais il méritait, vraiment, c'était trop cool, c'était trop chouette, vraiment c'était une dinguerie, j'ai adoré. Par contre, du coup après, je me suis lu 2-3 bouquins de la Palais des Dinosaures, j'ai été en panne de lecture jusque début juin. Début juin, je me suis dit que ça suffisait, il fallait que ça cesse. Ah merde, j'ai oublié avril. Je vous ai oublié avril. Bon bah avril, j'ai lu le tome 3 de Scholomance. Je peux pas trop vous expliquer pourquoi je l'ai un peu moins aimé, mais ça reste la fin de la trilogie, donc forcément j'ai aimé. Et ce petit bijou, le tome 2 de l'Empire d'écume de Andreas Tillworth, publié chez Big Bang Kalebanger. J'ai vraiment adoré toute la trilogie, hein, vous le savez si vous avez vu mon blog lecture du tome 3. Cette saga est exceptionnelle. Le tome 2 est à la hauteur du tome 1. Le tome 3 est à la hauteur du tome 2 et 1. Je pense que si vous n'avez pas aimé le tome 1, ne lisez pas la suite. Mais pour le coup, si vous avez adoré le tome 1, il y a des chances que vous aimiez le tome 2 et 3. Grosso merdo, on est sur un monde avec des îles. Il se trouve qu'il y a une île qui va s'effondrer. Jovis, qui est contrebandier, qui se trouve sur cette île, va réussir à fuir, mais il va récupérer une espèce de petite créature bizarre qui va appeler Méphi. À côté de ça, on a plusieurs autres personnages, puisqu'il y a plusieurs points de vue. On a notamment celui de Lynn, qui est la fille de l'empereur. Et alors, l'ambiance, elle est bizarre! Mais elle est bizarre! Tu sens qu'elle est en compétition avec son frère adoptif. Il se passe des trucs chelous. Il faut savoir que le monde est dirigé par l'empereur, mais qu'il existe des concepts. Il prend des os dans la nuque de son peuple dans un festival. Tout le monde doit donner son petit os. Là, il va s'en servir pour donner vie à des êtres un peu inanimés, type un peu robot, mais version fourrure, version animale un peu. Il va un peu, du coup, se servir de ces concepts pour diriger l'Empire. C'était bien, c'était bien. Je suis très contente parce que du coup j'ai lu le tome 2 après la sortie du tome 3 et c'était un très bon move, c'est pour ça que j'aimerais faire ça pour Soleil Noir. Parce que ne pas attendre trop longtemps, attendre juste quelques mois, le temps de m'y remettre, c'était un très bon choix de ma part. On a terminé avril, on va pouvoir passer à juin. Là c'est dans les vlogs lecture que vous commencez à voir le vol des harpies de Robin Hobb qu'elle avait publié sous son vrai nom Megan Lindholm. C'est le tome 1 sur 4 tomes, c'est très petit, c'est très court, c'est 283 pages, mais c'est du grand Robin. Je sais que sur Goodreads, il y en a beaucoup qui ont été déçus, qui n'ont pas aimé. Moi, je suis désolée, mais c'est totalement elle. Et pourtant, Dieu sait que j'ai pas trop lu ses bouquins depuis mon adolescence. Hein, mais je trouve qu'elle a une patte. Elle décrit tellement bien les choses. Ah, vraiment, c'est un truc de fou. Cette femme arrive à faire passer tellement d'émotions. J'ai tellement compatis pour l'héroïne qui, dès le premier chapitre, va buter des harpies. Parce que ces harpies ont tué son mari et ses 2 enfants. Grosse ambiance! Oui!
Et c'était trop bien, c'était trop cool. L'héroïne s'appelle Ki. Elle va, au cours de son aventure, récupérer Vi, qui est un homme qui a galéré un peu dans sa vie, comment le dire autrement. C'était très chouette, j'ai la suite qui m'attend. Je me la réserve pour un moment où la vie sera dure, parce que celui-ci, je l'ai défoncé, voilà. C'était trop bien, c'était trop cool. Je suis obligée, voilà, je suis obligée de l'aimer. Ensuite, je suis obligée de vous parler d'une lecture VO qui est Half a Soul, qui est de la romance type Regency, donc qui est une romance Régence. Et très cool parce que ça va suivre à moitié avec de la romance historique versus avec des fées, avec des faées. Dora, de son vrai nom Théodora, va voir la moitié de son âme disparaître par un faé parce que sa mère l'a vendue avant qu'elle naisse. Encore un super exemple de maternité, n'est-ce pas? Elle va réussir à ne pas perdre toute son âme grâce à sa cousine qui à ce moment-là a une paire de ciseaux, la voit aux prises avec ce faé et en fait va faire du mal au faé. Comme c'est un ciseau en fer et que les faés sont sensibles au fer, il ne va pas pouvoir prendre toute l'âme de Dora, mais elle en garde des séquelles dans le sens où les sentiments et émotions sont très loin d'elle. Elle les ressent pas trop ou pas vraiment, mais elle va accompagner sa cousine faire son entrée dans la société londonienne. Elle va faire la rencontre du, c'est pas du grand magicien, mais vous savez, il a un titre un peu comme ça, du Lord Magicien. Bon. On va voir s'ils finissent ensemble. Oui, bien sûr, ils finissent ensemble. Mais ce qui est bien, c'est que tous les personnages secondaires ont eux aussi une petite romance. C'était très chouette, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a un vrai accent qui est mis sur la guerre, sur le fait que les nobles, eux, continuent de festoyer pendant qu'il y a plein de gens qui décèdent. Parce que eux, finalement, l'ont décidé. Et c'était très cool. J'ai beaucoup aimé ce côté-là que je m'attendais pas à trouver et j'ai trouvé très cool. Et enfin, en juin, le tome 3 de l'Empire d'Écume. Ma vie a été vide après ça, vous voyez. Et c'était trop bien, c'était vraiment une bonne fin de trilogie. La fin est pas 100% heureuse, mais ça reste très cool, ça reste très chouette. C'est vraiment, si on me demande quoi lire comme fantasy young adulte, l'Empire d'Écume, Dark Rise. Voilà, c'est les deux là qui me viennent tout de suite en tête quand on me demande quoi lire en fantasy young adulte, qui ne soit pas de la fantasy young adulte facile et un peu on nous prend pour des cons. Parce que c'est pas du tout le cas ni dans l'un ni dans l'autre. Incroyable, vraiment cette trilogie, elle est complète maintenant, lisez-la, je vous en supplie. On va passer à juillet. Juillet, vous n'avez pas tout eu, je vais passer vite dessus. J'ai de Ninon Iris H, Séduire le roi vampire, c'est très court, c'est une nouvelle érotique, mais c'est du grand Ninon. Ninon est quand même excessivement douée pour écrire des scènes de smut, et elle a mis tout son talent dans ce livre-là, donc vraiment si vous recherchez ça, il y a quand même une romance entre les deux personnages, toujours du consentement. On va explorer des kinks qui ne plairont pas à tout le monde, mais pour le coup c'est fait vraiment dans le respect de l'un et de l'autre. Si ça vous intéresse, vous pouvez foncer. J'ai enfin lu le dernier Sally Thorne qui est disponible sur cette planète, publié chez EH Collection. C'était beau. C'était beau. C'est vraiment l'histoire d'une nana qui a grandi dans une famille très religieuse, très psychorigide, et donc qui ne se laisse jamais la possibilité d'avoir un peu des moments de folie. Elle vit en fait dans une espèce de résidence de petits vieux très riches. Elle gère l'accueil, mais elle gère beaucoup d'autres trucs. Le petit complexe a été racheté par un gros conglomérat. Va arriver... J'ai oublié le nom du personnage, j'ai envie de l'appeler Théo, donc on va l'appeler Théo, peut-être qu'il s'appelle Théo, je ne sais plus. Il va arriver, c'est le fils en fait du patron, il n'a plus d'endroit où dormir, il y a un logement qui est vide, donc il va prendre ce logement vide et il va aider notre héroïne dans son taf. Elle, tout ce qui l'importe, c'est de sauver finalement ces petits vieux qui sont exceptionnels. C'était trop cool. C'est vraiment une romance un peu bad boy, intello dans l'idée. Version ils sont plus âgés. Vraiment notre personnage masculin, il fait de la moto, il a des tatouages, enfin... le cliché du bad boy, et pourtant qui se révèle plus intéressant que ça. Elle aussi, elle est exceptionnelle, vraiment, elle est trop mimes, elle est trop mimi. C'était très cool, c'était du grand Sally Thorne. Je me rends compte que j'ai lu ces 3 bouquins, je sais que Hors de contrôle et Drague interdite ont beaucoup moins plu au public, mais moi je trouve que c'est un sans faute à chaque fois. Ils étaient très bien, c'était très cool. Vous avez pas envie de les acheter en papier, en e-book ils sont souvent en promo. Mettez-les dans une liste Amazon et checkez régulièrement. C'était vraiment une romance dont je pense j'avais besoin à ce moment-là, et elle m'a fait un bien fou. On arrive à la fin de cette vidéo, moi je vais vous laisser là, j'espère que ça aura pu vous donner un peu des idées. Là c'est vraiment mes pépites de mes pépites. Si vous ne savez pas si on a des goûts similaires, si vous avez aimé certains de ces livres, vous en avez aimé la plupart, vous et moi avons des goûts similaires. Félicitations! Ça vous montrera quand je n'aime pas un livre si vraiment il y a des chances que vous l'aimiez ou au contraire que vous ne l'aimiez pas. Même si après bon, on a toujours des divergences d'opinion, c'est normal. Hein. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao ciao!